Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin et bienvenue aux personnes que je n'ai jamais vues tout court. Voilà, je suis très heureux de vous voir en tout cas. On continue dans notre dernière ligne droite. La question, notre réflexion sur l'amour et l'amitié. Je n'ai pas mis comment c'est enregistré. C'était tellement essentiel ce que je viens de dire, donc c'est dommage qu'il manque ça. Voilà. D'accord. Et nous en sommes au grand 3, B, l'exigence de l'amour. Et nous avons vu qu'il y avait une prétention de l'esprit humain à vouloir tout exiger quand on aime. À vouloir faire de l'autre notre totalité, à vouloir faire de l'autre notre tout, notre bonheur, et donc à exiger de l'autre qu'il soit notre totalité, notre tout, notre bonheur, et donc à exiger de l'autre qu'il soit notre totalité. L'amour humain comporte une dimension abîmée. Et alors là, vous voyez, ça c'est je vais dire pour le philosophe que je suis, c'est un mystère que je n'arrive pas très bien à comprendre, que je n'arrive toujours pas à comprendre, rationnellement. C'est qu'il y a en l'homme des fêlures, des choses brisées, des disproportions et des mauvaises utilisations. Pour vous le dire, en fait, je suis un passionné, ça fait très longtemps, mais quand j'étais plus jeune, j'étais passionné des documentaires animaliers, et c'était incroyable parce que je me disais, mais c'est fou comme les animaux fonctionnent bien. C'est-à-dire que tout est ordonné chez eux. Le lion, il veut chasser des gnous ou des gazelles. En fait, toute son énergie, toutes ses potentialités sont mises au service de son activité naturelle, qui est le fait de chasser la gazelle ou chasser le gnou, ou se reproduire. Et ça, dans tout le règne animal, il y a très peu d'animaux qui fonctionnent pas bien. Et si c'est le cas d'ailleurs, s'il y a une espèce de disproportion, c'est-à-dire, je sais pas, s'il y a une hypertrophie d'une faculté, je sais pas, il voit davantage, ou il sent davantage, etc., eh bien, la nature va le rejeter. Et en fait, souvent, ses congénères, soit vont le bouffer, soit vont l'abandonner, soit ce genre de choses. Bref, la difformité va être mal perçue. Et je me faisais la réflexion, je me disais, mais c'est fou, parce que l'être humain aspire à des relations aimantes, vertueuses, et pourtant, il y a très peu de gens vertueux qui existent sur Terre. Et c'est ce qu'Aristote disait, la vertu est la chose la moins partagée par l'être humain. Et pour autant, c'est la chose qui est le plus naturelle à l'homme. Vous comprenez, moi, mon problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a foiré, en fait, dans cet être humain. Normalement, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez nous, il aurait fallu que nos congénères nous bouffent ou nous virent, comme ce qui se faisait à Sparte, par exemple, ou à Athènes, où dès qu'il y avait un enfant handicapé, hop, on le mettait sur le parvis du temple et puis on laissait les vautours le bouffer. Ce handicap physique, pour éviter qu'en fait il soit au crochet de la cité, eh bien nous le voyons en handicap moral. Nous voulons dire la vérité, nous mentons. Nous voulons être honnêtes, nous volons. Nous voulons être délicats, nous sommes agressifs. Nous voulons, être heureux, nous passons notre temps dans la tristesse. Nous voulons des amitiés vraies et sincères, et pourtant nous sommes toxiques les uns avec les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui est brisé. Alors brisé à cause de quoi ? Ça, j'en sais rien. Toutes les religions ont leur explication. Toutes
Toutes les religions ont leur explication. Prenez les Égyptiens, par exemple, leur explication, c'est que on s'est rebellé contre les dieux, et en fait, on a été exclus, on a été virés de la présence des dieux. Et donc, en fait, les Égyptiens sont des descendants de rebelles qui ont perdu l'homogénéité avec les dieux. Vous prenez les Grecs. Les Grecs, alors ça dépend chez qui vous allez. Si vous allez chez les pythagoriciens, l'être humain, c'est un peu un être qui est un ange qui est tombé dans de la bouse. C'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de collage entre un ange, entre un esprit et de la boue, et ça colle pas bien, sans blague. Alors vous avez les Juifs. Les Juifs, c'est qu'il y a eu une rupture d'alliance. Et une rupture d'alliance avec Dieu. Dieu avait dit, tu feras pas ça, qu'ont fait les hommes, ils ont fait ça. Bon, allez, on le vire du jardin d'Éden, et après, la perspective, c'est d'essayer de retrouver l'alliance. Chez les chrétiens, ça s'appelle le péché originel. C'est quoi le péché originel ? Et là, il y a un néant culturel. C'est pas normal qu'un philosophe connaisse mieux la religion que des religieux. Merde. Oui. C'est le fait d'avoir désobéi à Dieu, on peut les fonder. Ouais, alors ça, c'est chez les juifs. Chez les chrétiens, le péché originel, c'est pas le fait d'avoir bouffé une pomme et que chez les mecs, elle est restée coincée là. Et oui. Le fait n'avoir pas su résister à la tentation du vil serpent. Oui, voilà, c'est ça. Alors, chez les chrétiens, le péché originel ne désigne pas un événement. Oui. C'est le fait que chaque homme qui naît ne pourra pas succomber, ne pourra pas résister au fait de commettre des péchés dans sa vie. Super, c'est mal dit, mais c'est pas mal. Le péché originel désigne un état anthropologique chez les chrétiens. Chez les chrétiens, en gros, le péché originel, c'est le fait que, vous savez le triangle qu'on avait vu en premier semestre, vie végétative, vie sensitive, vie intellective, etc. Bon, chez les chrétiens, ils parlent plus de corps, âme, esprit. Ils sont moins dans la logique du triangle. Mais prenez le triangle. Eh bien, la vie végétative n'est plus unie à la vie sensitive, qui n'est elle-même pas unie à la vie intellective. Et donc, il y a une espèce de diffraction, il y a une espèce de désintégration intérieure. C'est ça le péché originel. D'accord ? En conséquence d'un événement. Vous avez raison tout à l'heure de parler de cet événement. En conséquence d'Adam et Ève qui ont merdé avec le tentateur, le serpent et compagnie. Ça, voilà, c'est une conséquence. Et donc, pour les chrétiens, tous les êtres humains qui ont succédé à Adam et Ève sont marqués, vous voyez, vous entendrez cette phrase souvent si vous côtoyez les chrétiens, ils sont marqués du péché originel. Ça veut dire quoi être marqué du péché originel ? Ça veut dire que la volonté se dit « je veux ça », pendant que les passions disent « je veux ça », et pendant que la vie végétative dit « moi je veux ça ». Et c'est le bazar. Voilà, c'est la tentative d'explication. Dans l'islam aussi, il y a une explication. Elle est un petit peu plus, nuancée, parce qu'il y a plusieurs hypothèses de cet état de désintégration intérieure. On a l'hypothèse du péché originel, évidemment, mais on a aussi l'hypothèse de l'action des djinns ou de l'action des démons. Directement, en fait, qui viennent dépolariser l'être humain qui devrait se tourner vers Allah et son prophète. D'accord ? Chaque religion essaye de trouver une explication à ce fait que l'on dit que l'homme est désintégré. Alors moi, en philosophe, je n'ai pas essayé de vous trouver la cause, parce que je ne la connais pas. Et ça ne sert à rien que je vous donne des trucs. Alors c'est bien culturellement de savoir les religions, etc. Mais en philo, on ne sait pas. La seule chose que l'on constate, c'est que l'être humain est comme ça. L'être humain est le seul être sur Terre qui a des aspirations qui lui sont donc naturelles et qui pourtant est le moins armé pour pouvoir atteindre ses aspirations.
Donc, on veut aimer, on veut être en relation avec les uns et les autres, mais on se coltine des casseroles, des traîtres intérieurs. On a des traîtres à l'intérieur de nous qui nous empêchent véritablement de faire le bien. Et donc, dès que tu rentres en relation avec quelqu'un, il faut que tu te dises que tu as en face de toi un schizo, un schizophrène, une schizophrène, qui va te dire « je veux t'aimer, je vais t'aimer, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de te faire du bien, j'ai envie de te rendre heureux, j'ai envie de te rendre heureuse », mais qui, un jour ou l'autre, fait exactement l'inverse. Et malheureusement, le monde pourrait être différent, mais il ne l'est pas. Et pardon, moi je suis plutôt un adepte de la philosophie réaliste. La philosophie réaliste, elle vise à accepter le réel tel qu'il est. Et donc, l'amour humain, la relation humaine, va s'inscrire dans une logique de maladie anthropologique. Nous sommes en relation avec des gens malades. Et nous sommes nous-mêmes malades. Alors si vous n'avez pas vu que vous étiez malade, c'est qu'il y a un petit souci. Salut Shmaël. Il s'appelle Samuel. Je préférais la faire à l'hébreuse. C'est plus drôle. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de panique. C'est qui? Mais qui est-ce que c'est? C'est mon fils. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, il faut reconnaître en soi nos propres maladies. C'est un premier travail à faire avant de rentrer en relation. Vous vous rappelez les 3 étapes du bonheur? Attendez. Auto. Bon, ça, elle me sort la 3e tout de suite. La première. Auto-possession, auto-acceptation. Une connaissance de soi-même. Ensuite, auto-maîtrise. Et ensuite, autodétermination. Si vous ne faites pas ce chemin-là, ne soyez pas étonnés que ça merde. Vous voyez quelqu'un, par exemple, truc tout bête, quelqu'un qui est accro à la drogue, mais on va prendre un truc qui touche plus à la relation. Quelqu'un qui est accro, qui est une addiction comportementale, on va dire, à la consommation pornographique. Dès lors qu'il rentre en relation avec quelqu'un, il ne faut pas croire que ce fait d'être accro ne va pas affecter sa relation. Ça va affecter sa relation. Alors comment concrètement, ça va dépendre des gens, mais ça va l'affecter. Quelqu'un qui est accro à la clope, c'est pareil. Tes maladies, tu les trimbales avec toi dans la relation. Quelqu'un qui a tendance à mentir souvent, quelqu'un qui a tendance à critiquer tout le temps, quelqu'un qui a tendance à être dépressif. Il est dépressif chronique. Ne crois pas que la relation va changer ça. Tu vas apporter ça dans la relation. Et donc si tu n'as pas un travail de lucidité, premièrement, tu ne peux pas prévenir l'autre, donc l'autre va le découvrir. Et deuxièmement, tu ne vas pas être lucide sur les effets que ça va avoir dans ta relation. Vous voyez, McFly et Carlito, ils ont fait un nouveau concept il y a plusieurs mois. Ils se tirent dessus avec un truc de paintball. En fait, ils se posent une question, il faut répondre honnêtement, et si on ne répond pas, on se prend un truc de paintball à 5 mètres. Quoi. Et donc ça fait mal, évidemment. Voilà. Ils ont posé la question à l'un d'entre eux en lui demandant tu te masturbes combien de fois par jour? Et l'autre répond tout de suite 2 fois par jour. Et le deuxième à côté dit c'est beaucoup quand même. Il faut se dire que quelqu'un qui a besoin de se masturber 2 fois par jour, ça veut dire quoi dans son rapport au plaisir?
Ça veut dire quoi dans son rapport au plaisir? Et donc, qu'est-ce que ça va affecter dans la relation? À nouveau, je suis professeur de philosophie morale, donc, je ne vous fais pas la morale. Je dis pas, attention, c'est bien, c'est pas bien de se masturber 2 fois par jour, etc. Non, on s'en fout. Il n'y a pas de permis de défendu, on s'en tape. La question, c'est de savoir comment cette activité-là affecte ma relation. Et il ne faut pas croire que les vices vont se guérir avec le temps. Ah, ça, j'aime bien ça. Vous savez, les personnes qui pensent que ça va se calmer avec le temps. Ça va s'arrêter avec le temps. Non. Non. En fait, il faut que tu regardes un truc. Je vous avais montré ça, vous savez, pour vous expliquer le vice. Ce que c'était que le vice. Et je pense que c'est important. Il y a un truc marqué dessus, donc on va éviter de tout péter. Tu fais un truc, je sais pas, voilà, tu te masturbes 2 fois par jour. Et tu le fais tous les jours. Pendant des années. La feuille ne sera plus jamais plate. Et surtout, si tu essayes de te dire avec ta force du poignet, sans mauvais jeu de mots pour le coup de la masturbation, j'arrête la masturbation. Plus rien. Oh mince. Bon, j'ai pas réussi. Je me remasturbe. Bon, allez. J'arrête. Oh mince, plus rien. Oh mince. Je retombe. Ah mince. À la fin. Mince, j'ai raté. À la fin. Ça marche pas. Voilà, c'est ça. À la fin. C'est beaucoup plus simple de faire ça. Ah putain, le mec qui met 15 ans à faire son exemple. À la fin, tu vas briser intérieurement ce que tu es. C'est ça la vie morale, hein. C'est ça la vie morale. C'est-à-dire que tu es un dépressif chronique, donc tu es triste en permanence, mais tu as des pics de bonheur. À la fin, tu fais quoi? Une crise de maniaco-dépression. Tous les vices, alors je suis désolé, tous les vices se transforment, si on ne les corrige pas, en pathologie. Tous, je suis désolé, je suis un peu alarmiste, il faut pas, soyez cool. Mais si on ne fait rien, et vous allez le voir avec les personnes âgées, plus les gens vieillissent, plus les vices s'accentuent. Il avait tendance à râler, mais ça devient un gars insupportable. Il avait tendance à mentir, il mentira mais tellement plus. Il avait tendance, vous prenez n'importe quoi. La vieillesse, quand on dit que la vieillesse est un naufrage, c'est pas forcément faux. La vieillesse, elle accentue nos traits. Oui, vous leviez le doigt. Ouais. Du coup, pour corriger ces vices, il faut suivre les 3 étapes du bonheur, c'est ce que vous disiez. Ouais, c'est tout le cours du premier semestre. Hein. C'est-à-dire que, en gros, je dois repérer qu'est-ce qui me finalise. Si je n'ai pas l'idée de la finalité, je ne peux pas me corriger. Pourquoi McFly devrait s'arrêter de se masturber 2 fois par jour? Déjà parce que quoi? Déjà, il avait une femme et des enfants. Et alors? Bah quand même. Bah quand même. Enfin, monsieur. Mais attendez. C'est une raison suffisante d'avoir une femme et des enfants, d'arrêter de se masturber 2 fois par jour? Pourquoi il devrait le faire? Et vous voyez, si vous êtes dans une morale du permis et du défendu, vous n'avez aucune réponse réelle à ce genre de truc. Ouais. Pour que sa relation avec les plaisirs soit plus saine. Pourquoi Plus apaisée. Ça a tendance à l'apaiser, la masturbation, on imagine quand même. Hein. Non, mais enfin, faut bien comprendre. C'est pas une habitude hygiénique.
Et le matin, il se lève pas en disant « Oh merde, faut que j'aille me masturber, hop, c'est parti. » Non. Oui, enfin j'en sais rien. Je me permets de parler pour lui. McFly, je suis désolé si t'es sur le live. Hein. Ouais. Pour que sa vie sexuelle soit plus, on va dire, qu'elle soit plus saine. Plus saine. Ah oui, j'aime pas le terme. Même si c'est sain, c'est le rapport à la santé, donc pourquoi pas. Ouais. Que ce soit pas une condition de son bonheur, mais plus une option. Alors déjà, j'aime bien ça. C'est-à-dire, en fait, il faut interroger, il faut se dire, mais pourquoi tu as besoin de le faire? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que sans ça, tu es malheureux? Est-ce que sans ça, est-ce que tu es libre en fait vis-à-vis de cette pratique? Si tu n'es pas libre, ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose qui ne pourra pas s'épanouir, qui ne pourra jamais s'épanouir tant que tu ne seras pas libre de ça. Mais vous voyez, quelqu'un qui se dit j'arrête la masturbation ou j'arrête n'importe quoi, j'arrête la clope, etc. Mais qui se dit j'arrête la clope parce que c'est pas bien et parce qu'il faut pas que je le fasse. Non, ça fonctionnera pas. Alors que la personne se dit bon, j'en ai marre en fait d'être enchaîné à ce truc-là. Parce que j'ai envie d'arrêter d'y penser tout le temps. J'ai envie d'arrêter. J'ai plus envie que ça fasse partie de ma vie. J'ai envie d'être vraiment libre par rapport à ça. Et bien à ce moment-là, il y aurait une vraie motivation. Mais comprenez bien que dans nos relations humaines, on trimballe tous des petits trucs comme ça. Et pire que tout, l'autre va devenir un révélateur. Un révélateur de nos gros manques, de nos grosses difficultés. Alors, la relation qui est la plus révélatrice, c'est la relation de couple. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, tout ce qui ressort dans la relation de couple. L'autre est tellement un... Les gens disent l'autre est un miroir. Pas du tout. Pas du tout parce qu'en face d'un miroir, vous ne regardez que certaines choses. Jamais personne ne se regarde réellement dans un miroir. On est attentif à certains trucs dans un miroir, mais on ne regarde pas réellement la chose. Non, ce que fait l'autre, c'est qu'il met des coups de projo sur des endroits où on n'a pas du tout envie qu'il mette un coup de projecteur là-dessus. Par exemple, ça peut être j'avais discuté avec un couple comme ça, où un jour, elle lui dit « Tiens, t'as pas hyper bien lavé les carreaux là, de la fenêtre. Résultat, sur les coins, il reste de la saleté. » Et lui, il a pété un câble. Il a pété un câble, en fait, il lui a balancé le chiffon et le pchit à la tronche, en lui disant « Mais vas-y, puisque tu fais mieux, vas-y, fais-le. » Super. Il y a des gens, des personnes en couple qui vont en rester là. Qui vont dire ok. Il lave mal les vitres. Et en plus, il n'aime pas les reproches. Quoi. Et lui, de son côté, elle ne voit pas que j'ai lavé toutes les vitres de la maison. Elle me fait chier sur un petit coin d'une vitre. Et en fait, quand les personnes vont creuser, vous vous rendez compte que lui, il a un besoin fou de reconnaissance, mais colossal. Et donc, quand on lui fait une petite remarque négative, c'est la fin du monde. Et elle, de son côté, elle a une exigence démesurée par rapport à ce que doit être ce qui lui semble bien. C'est une tyran dans l'âme. Et les deux vont se révéler mutuellement leur merde. Et ils vont cohabiter. Le cercle vicieux. Elle est tyran, lui, il supporte pas les critiques. Oh là là. Supportant pas les critiques, il s'énerve, donc finalement, il est complètement imparfait puisqu'il n'est pas capable de se contrôler, donc il est sujet à d'autres critiques. Et le couple peut éclater simplement parce qu'on a deux malades mentaux, deux malades moraux, qui ont décidé d'être ensemble. Alors la solution,
si on suit Sartre, si on suit tous les auteurs qu'on a vus précédemment, ce serait simplement de dire il ne faut pas être en relation. C'est plus simple d'être tout seul. Mais non. Le pari que l'on peut faire, c'est que par la relation, vous pouvez un peu vous soigner. C'est plus facile de ne pas se rendre compte qu'on a une grosse maladie en n'allant jamais voir le médecin. J'ai entendu des gens comme ça, qui m'ont dit, parce qu'ils me disaient, j'ai une grosseur là, à cet endroit-là, etc. J'ai dit, mais t'es pas allé voir un médecin? Ils disent, non, il risque de me trouver un truc. Bon, ce genre de personnes ont été bercées un peu trop près du mur quand elles étaient enfants, ça c'est clair. Et parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est pas parce que le médecin repère qu'il y a un mal qu'il existe à ce moment-là un mal. Non, s'il le repère, c'est qu'il existait avant. Eh bien, la relation, c'est exactement la même chose, c'est un révélateur. La relation n'est pas la cause du vice. C'est le révélateur du vice. Et chaque crise de couple, chaque difficulté, etc., sont en fait une occasion d'essayer de se guérir. Alors dans l'amitié, c'est plus simple que dans la relation de couple. Parce que dans l'amitié, finalement, en fait, c'est souvent un peu anecdotique ce qu'on va nous reprocher. Tu réponds jamais aux textos, t'es jamais là quand on t'appelle, ou tu, je sais pas, t'as tendance à picoler un petit peu trop. Ce genre de truc, voilà, c'est simple. Quand on est en couple, tout de suite, là, ça touche à l'intime. Et on n'est plus en façade. Et donc, se révéler dans la relation de couple nous expose à être révélés dans nos faiblesses. Et alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir par rapport aux vices humains? Et vous remarquerez, moi qui ne le fais jamais, pour une fois, j'emploie un verbe de devoir. Quelle est l'attitude que nous devons avoir par rapport aux vices? Ouais. Du rejet. Du rejet. Vous allez finir tout seul, mon grand. Ouais. Comprendre que c'est naturel et essayer de les soigner plutôt que de les condamner fondamentalement. D'accord, ça ok, ça c'est l'attitude qu'on pourrait avoir en tant qu'éducateur. Ok, sauf qu'avec votre conjoint, vous n'êtes pas éducatrice. Ouais. Être honnête, ça c'est vrai, oui, il faut commencer par un devoir de vérité, ça c'est clair. C'est ça que vous vouliez dire? Ouais. Les accepter. Les accepter, on approche, hein. On approche, on sent bien hein, que on passe du rejet à l'acceptation, c'est bien, là on passe de Sartre à Sénèque. Ouais. Vouloir l'aider. Attention, les Saint-Bernard, bonjour. Là, on rejoint l'éducateur, en fait, hein, là-dessus. La seule attitude que nous devons avoir par rapport à la personne qui a un vice, c'est de l'aimer. Et donc, il va falloir se poser la question de qu'est-ce que l'amour ? Enfin, on y arrive. Parce que si on est dans une attitude d'éducateur, si on est dans une attitude de rejet, si on est dans une attitude de vouloir l'aider, etc., en fait, on ne comprend pas ce que c'est que ce vice. La personne qui est atteinte d'un vice, c'est une personne malade, vis-à-vis duquel vous ne pouvez avoir que de la compassion. Et les gens ne comprennent pas que miséricorde ne s'oppose jamais avec justice. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait du mal et qu'il est vicieux et donc on doit l'aimer qu'il ne faut pas qu'il soit puni d'avoir fait le mal.
Vous voyez, les gens ne comprennent pas que la justice n'est pas... les gens ne comprennent pas. Je vais arrêter d'employer les doubles négatifs parce que je perds tout le monde en faisant ça. Je vais vous le dire en positif. Faire justice, c'est faire de la miséricorde. Oui. Donc il faut punir avec amour. Eh bien, ce serait la meilleure attitude. Pas, attention, hein, vous ne punissez pas pour vous. Vous ne vous vengez pas. Vous punissez pour l'autre. C'est ce que Sénèque dit dans le traité de la colère. La vengeance, c'est celui qui se préoccupe du passé. La punition, la sanction, c'est celui qui se préoccupe de l'avenir. Si vous voulez punir quelqu'un, dites-vous, il faut que ce soit une punition qui soit bonne pour lui. Il faut que vous soyez dans une posture de celui qui peut punir. Votre conjoint, vous ne pouvez pas le punir. Hein. C'est pas possible de punir votre conjoint. Là, vous entraînez une asymétrie dans la relation, donc c'est pas possible. En revanche, vous voyez, envoyer quelqu'un en prison, c'est censé le rendre meilleur. Si on réfléchissait un petit peu plus à ce que c'est que la sanction a pour but de le rendre meilleur. Mettons tout en œuvre pour que dans les prisons, on rende meilleurs les gens. Vous voyez, la sanction que le flic vous donne, vous prenez, je ne sais pas, 200 € d'amende, retrait de permis, etc. La sanction, elle a pour but de faire quoi ? De vous rendre meilleur. Par rapport à vos vices. Et parfois, la peur de la sanction sera le seul palliatif, parce que l'amour du bien ne vous suffit pas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Vous vous rappelez des 10 prédicaments en logique ? SQQRTL, papa. SQQRTL, papa. Substance, quantité, qualité, relation, temps, lieu, action, passion, position, avoir. Je sens beaucoup de détresse dans votre regard, je tiens à le dire. Il y en a certains qui hochent la tête, mais qui n'ont pas pour autant moins de détresse dans les yeux. Hein. C'est-à-dire que ça leur évoque bien quelque chose, mais ils ne se rappellent plus quoi. Et voilà. C'est une manière, c'est une méthode pour pouvoir définir toutes les choses. C'est une manière pour pouvoir définir tous les trucs. C'est-à-dire que vous avez 10 grandes cases, 10 grands bols, je vous avais expliqué au premier semestre, 10 grands bols dans lesquels vous pouvez le mettre. N'importe quoi, je sais pas. Ça, c'est quoi ça ? Ce sont des lunettes, super. Est-ce que vous pourriez me définir des lunettes ? Votre camarade s'en tape. Dites-moi la réponse. À moi. Définissez-moi des lunettes. Vous savez pas ce que c'est ? Oui. C'est un objet. Un objet, super. D'abord, c'est voilà. Là, tu vois, tu as pris un grand bol. Tu as mis objet. Donc, c'est un objet. Donc, ça n'est pas quelque chose qui arrive à un objet. Donc, tu me vires les 9 prédicaments qui sont accidentels et tu me prends que celui qui est substance. Les lunettes sont une substance. C'est pas une substance naturelle. C'est une substance artificielle. Ça a été créé par l'homme. Donc c'est une substance artificielle. Comme c'est une substance artificielle, il va falloir que tu trouves sa différence spécifique parmi toutes les autres substances artificielles. Ça, c'est une substance artificielle. Ça a été fait par un être humain. Il n'y a jamais eu d'arbre qui avait une gourde à la fin de son truc là. Un arbre, un gourdier. Non, ça n'existe pas. Donc ça aussi, c'est un objet artificiel. Ça aussi, c'est un objet artificiel. Il va falloir que tu saches ce qui les différencie. Alors comment tu vas faire ? Puisque c'est un objet artificiel, tu te dis, je ne les définis que par leur utilité, que par leur finalité. Et donc, spontanément, toi, tu allais me dire quoi ? Objet qui quoi ? Qui permet
Il y a plusieurs fonctions, soit de protéger les yeux, soit d'améliorer la vue. En l'occurrence, là, c'est de protéger les yeux, parce que c'est des lunettes de soleil, c'est pas des lunettes de vue. Les lunettes de soleil peuvent être celles de vue, mais on s'en fout. Substance artificielle qui a pour but de protéger les yeux de quoi? De la lumière, des UV, voilà, du soleil, etc. Une fois que tu as ces outils-là en tête, tu peux définir n'importe quoi. Parce que là, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Ouais. Pour la substance, on peut dire que c'est un sentiment. C'est un sentiment, ok, très bien. Donc là, le sentiment, c'est à quel endroit? Substance, quantité, qualité, relation, temps, lieu, action, passion, position, avoir. Passion. C'est une passion, super, très bien. Donc l'amour peut être premièrement une passion. C'est le sentiment amoureux. Un bol, une bolinette. Ouais. C'est pas aussi l'activité. Ah, calmez-vous. Commençons d'abord par la passion. Pourquoi? Parce que c'est le plus évident. Dans notre culture, c'est le plus évident. Vous vous êtes arrêté chez les Grecs. Vous êtes arrêté dans l'Antiquité, en fait. La passion amoureuse, c'est le fait de... oui, non, définissez-moi. C'est quoi? C'est un sentiment amoureux. Décrivez-moi, qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux? C'est quoi? Des papillons? Pas du tout. Ça, c'est métaphorique, ça m'énerve. Attendez, des papillons dans le bide, ça n'inquiète personne. C'est alien, hein? Des papillons dans le ventre. En plus, tu regardes la tronche des papillons au microscope, c'est pas ouf un papillon, hein? Et en vrai, des papillons dans le ventre, qu'est-ce qu'on veut dire en fait à ce moment-là? Décrivez-moi le phénomène du papillon dans le ventre. On sent des bulles. Pop, 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 pop. Ça, c'est pas le sentiment amoureux. Ça, c'est le kebab. Ou le tacos, tu penses ce que tu veux. Sentiment amoureux, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce que c'est que ce sentiment amoureux. Définissez-le-moi. Ouais. Ça va mobiliser tout notre être vers une personne. Ok, c'est un sentiment qui m'oriente à une personne. La peur peut le faire aussi. Positif. Positif. Tu sais, quand tu es amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple, c'est pas hyper positif. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment tu es. Mais, ou que tu es toi-même en couple, tu éprouves un sentiment amoureux. Comment? Réciproque. Toi, le sentiment amoureux, il faut que ça soit réciproque. Dès que tu es amoureux, l'autre est amoureux, forcément. C'est un pervers, faites gaffe. C'est-à-dire, ça s'appelle, c'est une pathologie mentale. Non, pas vous. Hein. Non, vous savez, les gens qui sont persuadés qu'on est amoureux d'eux. Oh là là, je l'ai pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ça dans le live? Ça m'aiderait. Des gens, c'est une érotomanie, c'est ça? Oui, c'est Eros, érotomanie, ouais, très bien. Bonjour. Eh ben, je vous en prie. Érotomane, donc ça, c'est des gens qui sont persuadés qu'ils vont être... que dès lors qu'ils éprouvent, eux, un attrait pour une personne, la personne l'éprouve, mais de manière démesurée vis-à-vis d'elle. Non, le sentiment amoureux, il n'est pas forcément réciproque. Alors, allez-y. Allez plus loin, là. Je veux que vous y alliez, là, parce que sinon, c'est pas juste, si ça vient pas de vous. Ok. Je vais vous poser différemment la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été amoureux dans cette salle? Ils sont 4 sur 70. Et attention, hein, si vous ne l'avez pas été, c'est pas grave. Ok, les personnes qui ont déjà été amoureux ou amoureuses, est-ce que vous pouvez me dire
Comment vous avez su que vous étiez amoureux ou amoureuse? Non, c'est une vraie question. Vous voyez, en philosophie, il faut réellement qu'on puisse analyser ce que c'est. Ouais. Il y a plein de facteurs, mais Ouais. on s'est rendu compte que la personne nous manquait de manière... Ah, super, je l'attendais, c'est d'abord ça. La personne nous manque. Sa présence nous manque. Ouais, sa présence nous manque. Alors qu'on vient de la voir. Alors qu'on vient de la voir. Or, ce qui est un manque veut dire que l'objet de ce manque est un bien pour nous. Le sentiment amoureux, c'est le fait, c'est une passion qui nous fait considérer l'autre comme un bien. Voilà pourquoi, d'ailleurs, on peut passer de l'amitié au sentiment amoureux. Il suffit juste de faire varier notre appréciation du bien. C'est-à-dire qu'il y a des amis où ils sont extraordinaires, ça se passe hyper bien, c'est super, ce sont des biens amicaux, etc. Et puis il y a un moment où vous ne savez pas pourquoi, votre affectivité va faire une espèce de bascule, parce que le bien va devenir beaucoup plus exclusif. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse, c'est qu'elle va développer quel autre type de sentiment? Voilà, dites-moi. La jalousie. La jalousie. Les érotomanes, par exemple, sont très jaloux. C'est-à-dire que le sentiment amoureux, je considère l'autre comme un bien. Alors, attendez, pardon. Qu'est-ce qui différencie l'envie de la jalousie? Oui. La jalousie, c'est quelque chose qu'on veut garder pour nous-mêmes. Ouais, super. Tandis que l'envie? L'envie, c'est quelque chose que les autres possèdent pour nous. Très bien, ouais, super. La jalousie, en fait, c'est quelque chose que l'on veut avoir et que l'autre n'ait pas. L'envie, c'est je veux la même chose que les autres. Quelqu'un d'envieux, il a envie d'avoir la même chose que les autres. Quelqu'un qui est jaloux, il ne veut pas que les autres aient ce qu'il voudrait avoir. Exemple. Lui vous dit, j'ai passé un super bon moment avec un tel ou une telle. Et vous dites oui. Mais c'était pas avec moi. Et donc, un tel ou une telle est une salope, mais puissance 14 000. Parce qu'elle a été capable de combler l'autre, alors que c'est moi qui veux combler l'autre. Autrement dit, le sentiment amoureux, qu'est-ce qu'il fait? Il considère l'autre comme un bien, et il veut que soi-même, nous soyons un bien pour l'autre. C'est important de voir ça. Ce qui nous fait adopter des comportements un peu absurdes, un peu débiles. Des gens amoureux disent des choses absurdes et font des trucs absurdes. Ah, par exemple, des gens qui vont dire à la personne dont ils sont amoureux, oh, j'adore quand tu te mets en colère. Alors, c'est pas un psychopathe, c'est pas une psychopathe. Il aime pas les gens qui se mettent en colère. Mais parce que c'est cette personne, ça vient colorer quelque chose, ça devient un bien. Quand je suis amoureux, quand je suis amoureuse, je me mets à revoir, ça me fait rire, j'ai des amis qui ont changé d'avis politique parce qu'ils ont été amoureux. Moi, alors je me suis permis dans le mal, je me suis dit, dis donc, ça prouve que tu avais bien réfléchi sur ton avis politique, toi. Hein. Ouais, mais vraiment, là j'ai compris que tu parles. T'es très amoureux. Le sentiment amoureux, c'est donc une passion qui nous fait considérer l'autre comme un bien et qui nous fait
nous considérer comme un bien pour l'autre. Mais ça, c'est un peu, je vais dire, subi. Même, c'est carrément subi. En fait, on tombe amoureux. J'aime bien le mot tomber, je trouve ça génial. Tomber amoureux. Voilà. On est tombé amoureux, voilà, on s'est pété la gueule d'amour en fait. Hein. C'est normal. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la passion, ça ne nous est pas, on est passif par rapport à ça. Il y a une passivité du sentiment amoureux. Ce qui fait d'ailleurs qu'on peut dire des trucs absurdes, ça je le dis souvent, vous voyez, mais des gens qui viennent vous voir et qui vous disent je crois, ils sont pas sûrs déjà, je crois que j'ai des sentiments pour toi. Donc, analysons simplement cette phrase. Je crois. On n'est déjà pas dans la certitude. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le ressenti. Que j'ai des sentiments. Tout va bien ? Ouais. Des sentiments. Les sentiments, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la colère, de la haine, du désir. Je crois que j'ai des sentiments, le truc le plus fou du monde, pour toi. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit ça, vous dites très bien, lequel ? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, déjà que ça a été très difficile pour la personne de venir vous voir et de vous dire ça. Il va repartir ou elle va repartir en pleurant. En disant, je ne sais pas, pardon, voilà. Donc non. Non. Mais c'est différent, le je crois que j'ai des sentiments pour toi, du je t'aime. Le je t'aime, en français, c'est un peu malheureux, parce que on peut dire je t'aime pour plein de trucs. On peut dire j'aime pour plein de trucs, en fait. J'aime le chocolat, j'aime les animaux, j'aime Dieu, j'aime le sexe, j'aime les voitures, j'aime les cours, ça peut être plein de trucs. En grec, il y avait plein de mots, vous savez, pour dire l'amour. Eros, philia, agapé, je vous en avais parlé. En français, le « je t'aime » veut dire autre chose que « j'ai des sentiments pour toi ». Et c'est ce qu'a dit votre camarade tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir, dans la dimension de l'amour, la possibilité de transformer la passion en action. J'éprouve des sentiments pour toi, et je vais investir ma volonté dedans de telle sorte que j'agisse mu par ce qu'on appelle en philo la ratio du sentiment, la raison du sentiment. Et je t'aime va devenir non pas je te considère comme un bien et je veux être un bien pour toi, mais va devenir quelque chose d'absolument incroyable, et moi je dois vous avouer, ça c'est mystérieux pour le philosophe que je suis, mais c'est mystérieux dans le bon sens. On avait vu la question de la désintégration intérieure, c'est un peu mystérieux et c'est pas très drôle, mais là ça c'est mystérieux, c'est que l'être humain est capable de se déterminer volontairement au bien de l'autre. On est capable de nous déterminer au bien de l'autre. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que je ne suis plus en train de dire simplement « l'autre est un bien pour moi », et donc papillon, kebab dans le ventre. Je ne suis pas simplement en train de dire « je veux être un bien pour toi, et si jamais ça ne l'est pas, eh ben, je suis jaloux ». Je suis en train de dire « tu as ton bonheur », et je vais faire en sorte de contribuer à ton bonheur. Pas au mien, au tien. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui vient muter, de la même manière que le sentiment amoureux, vous savez, peut muter, peut se transformer. De la même manière, quand on est au niveau de l'action, il y a quelque chose qui va muter, c'est-à-dire que le bonheur de l'autre va devenir
mon bonheur. Par le fait même que j'agis pour son bien, tout en considérant que c'est un bien pour moi, tout en considérant que je veux être un bien pour l'autre, etc., eh bien, je vais être capable de me déterminer au bien de l'autre. Et ça, c'est la définition de l'amour, qui consiste à dire, que je vais m'unir, évidemment je vais m'unir au bien de l'autre. Alors, de manière générale, l'amour, c'est soit un sentiment qui nous pousse à nous unir. Sentiment amoureux, il conduit souvent, au lit. Souvent. Mais c'est-à-dire que notre sentiment nous pousse à nous unir. Ça peut être la première définition de l'amour. Passion qui nous pousse à nous unir. Deuxième possibilité, l'amour, c'est une disposition intérieure à nous unir. Et enfin, on arrive à ce qu'a dit votre camarade, l'amour, c'est une action qui consiste à nous unir. Mais alors, de quelle union parlons-nous ? Eh bien, ça, nous le verrons dans 10 minutes, à 14h36. Abonne-toi, FMP, il est beau, il est gentil, il peut te faire marrer. Abonne-toi, FMP, on the road, baby, si fricounet, la philosophie, sans bobo avec des colibris. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman,